Si je vous demande le point commun entre Split, Fight Club et Donnie Darko, vous allez certainement me répondre la schizophrénie. Bah oui. Bah non. Ah bon? Bah oui. Ça, voilà. Tu peux nous laisser maintenant, Michel? Pardon. Merci. Et donc non, c'est pas du tout ça la schizophrénie. Et nous allons voir comment... Mais alors, mon précieux, dis-nous, c'est quoi la schizophrénie? Vilain, halluciné, joufflu, dis-nous. Déjà, tu te calmes. Et c'est pas ça non plus. Et non, tout le monde se trompe en fait. Et quand même un peu beaucoup à cause des représentations qu'en ont donné le cinéma et les séries US. Vous le savez, nos amis d'Hollywood ont traité cette maladie dans de nombreuses œuvres, avec la plupart du temps l'approche dédoublement de personnalité. Simple, direct, efficace, parfaite pour développer des histoires prenantes à l'écran et pour permettre aux comédiennes et comédiens de livrer de grandes performances d'acting. Mais globalement simpliste et même faux en fait. Et oui, la schizophrénie comme plus largement la santé mentale, c'est un sujet complexe, très complexe. Et qui dit sujet complexe, très complexe, dit sujet souvent maltraité avec des scénaristes et des réalisateurs qui font un peu nimp et qui prennent de très gros raccourcis. Après, bien sûr, il y a aussi des films bien renseignés, ceux qui nous offrent une représentation correcte de cette pathologie. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Dans cette vidéo, on va donc faire ensemble le tour des bons et des mauvais élèves. Mais avant ça, il faut déjà répondre à la question. La schizophrénie, c'est quoi? Pour nous éclairer, on va donner la parole à Jean-Victor Blanc, médecin psychiatre, auteur et conférencier pour culture pop et psy, et expert en santé mentale pour Dr Good. Bref, le monsieur sait de quoi il parle, et surtout, il en parle très bien. On l'écoute, et ensuite, on parle sinouche. La schizophrénie, c'est un trouble psychiatrique qui concerne environ 1 à 2% de la population. C'est à peu près comme le trouble bipolaire. C'est une pathologie qui va avoir plusieurs types de symptômes et globalement, ils vont refléter une perte d'intégrité psychique. Ça veut dire que on va avoir des émotions qui vont être incohérentes avec les idées ou les comportements. Et pour vous donner quelques chiffres, on estime que 1% de la population mondiale serait concernée par la schizophrénie, soit près de 700 000 personnes en France. Et pour ce qui est des symptômes, il y a 3 types différents, les symptômes productifs, les symptômes négatifs et les symptômes dissociatifs. Là encore, Jean-Victor Blanc va nous en dire plus. Ça va s'exprimer par plusieurs types de symptômes, notamment des hallucinations qu'on va appeler des symptômes productifs. Il va y avoir également des idées délirantes, souvent de tonalité persécutive, c'est-à-dire que la personne va avoir l'impression qu'on lui veut du mal. Donc si on résume, les symptômes productifs englobent les délires et les hallucinations qui peuvent être visuelles, olfactives, tactiles, gustatives et le plus souvent auditives. Entendre des voix serait donc un des symptômes productifs les plus communs, sans être pour autant systématique, attention. Ici on peut penser par exemple à Jake Gyllenhaal dans Donnie Darko, qui est victime de nombreuses hallucinations tout au long de ce film indé qui le révéla au début des années 2000. Parmi ces hallucinations, il y a notamment son ami imaginaire, Frank, un lapin géant un peu inquiétant, qui lui annonce que la fin du monde adviendra dans exactement 28 jours, 6 heures, 42 minutes et 12 secondes. On a le temps. Place aux symptômes négatifs maintenant. À côté de ça, il y a d'autres types de symptômes qu'on appelle les symptômes négatifs qui vont marquer un certain retrait. Retrait de la vie affective, retrait de la vie sociale et des difficultés à rentrer en contact avec l'entourage. Donc en gros, si on résume, les symptômes négatifs relèvent d'un appauvrissement affectif et émotionnel, la personne s'isole, communique peu et laisse paraître peu d'émotions. Des symptômes qui finalement peuvent ressembler à une dépression. Typiquement, Edward Norton au début de Fight Club semble cocher les cases. Et donc on termine maintenant par les symptômes dissociatifs. Et enfin, les symptômes de désorganisation ou dissociatif, ça va être un ensemble de symptômes qui vont marquer justement ce décrochage entre les émotions et les idées. Par exemple, rigoler alors qu'on pense à quelque chose de triste ou avoir un comportement qui va être inadapté au contexte. Et donc si je résume, beaucoup à résumer aujourd'hui, on parle ici d'une perturbation, voire d'une désorganisation de la pensée, de la logique, de la parole et des émotions de la personne malade. Ce qui peut entraîner des soucis de concentration ou de compréhension et peut poser de vrais problèmes dans la vie quotidienne. Voilà pour les 3 types de symptômes. Et si vous êtes attentif, vous avez vu qu'on n'a pas parlé de... Ah si, au début de la vidéo. Bon, Michel, tu peux revenir s'il te plaît? Oui? Le dédoublement de la personnalité. Merci Michel. De rien. Contrairement à ce qu'on croit souvent, la schizophrénie, ce n'est pas un dédoublement de la personnalité. Et non, vous savez ce qu'on peut voir dans Split et Glass avec James McAvoy ou dans The Crowded Room avec Tom Holland. Ça, c'est un trouble dissociatif de l'identité, anciennement baptisé trouble de personnalité multiple, qui, comme son nom l'indique, concerne une personne qui peut exprimer plusieurs identités complètement différentes. Et pourtant, on a toutes et tous fait cette erreur de parler de schizophrénie.
Trouble dissociatif de l'identité, oui. Schizophrénie, non. Ça n'a rien à voir, attention à ne pas tout mélanger. Autre erreur qu'on retrouve souvent au cinéma, la représentation des personnes schizophrènes, montrées comme étant violentes lorsqu'elles sont en épisode psychotique. Bien sûr, il n'est pas impossible que ça arrive, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Très souvent, à l'écran, on va voir la schizophrénie représentée comme un trouble violent, des personnes qui vont être dangereuses. Par exemple, on va avoir un personnage qui va prendre des médicaments, qui les arrête d'un coup et devient un fou meurtrier. C'est par exemple ce qu'on voit dans le Joker. Tout ça, c'est évidemment faux. On sait que les personnes atteintes de schizophrénie vont être plus souvent victimes de violences plutôt que auteurs de crimes et de violences. On sait également que moins de 5% des crimes sont commis par des personnes concernées par un trouble schizophrénique. Ce qu'on voit rarement dans les films, c'est ce qu'on appelle le rétablissement. C'est-à-dire qu'on peut vivre avec un trouble schizophrénique et être équilibré, réussir à avoir une vie sociale, avoir un travail, parfois dans un environnement protégé, mais parfois même dans un milieu ordinaire. L'illustration parfaite de cette méprise, c'est le film Black Swan de Darren Aronofsky. Le personnage incarné par Natalie Portman peut effectivement apparaître comme un exemple de schizophrénie, mais le fait qu'elle bascule dans la violence au fur et à mesure du récit participe à donner une image fausse, du moins caricaturale, de la maladie. Et c'est là qu'on arrive à nos bons et nos mauvais élèves dans la représentation de la maladie. Et je vous rassure, l'idée n'est pas de les pointer du doigt, car ça n'en reste pas moins de bons, voire de très bons films, mais juste de vous alerter sur les erreurs de perception qu'ils peuvent transmettre aux spectatrices et aux spectateurs. Ce bilan a été présenté par l'association Positive Minders dans le cadre des Schiz Awards, une cérémonie de récompense organisée à l'occasion des journées de la schizophrénie. Le but, arrêter de se faire des films sur la schizophrénie, tout simplement. N'est-ce pas Jean-Victor ? Les Schiz Awards, c'est une campagne extrêmement innovante lors de laquelle on a remis des prix à certains films, soit parce qu'on les considérait particulièrement justes pour représenter la schizophrénie, soit à l'inverse, parce qu'ils donnaient une image complètement erronée de ce trouble. Au Schiz Awards, il y avait des psychiatres, mais également des personnes concernées, des experts, des associations, des membres de l'entourage de personnes concernées par la schizophrénie et qui donc ont une vision très personnelle et très juste, souvent, de ce trouble. Le jury des Schiz Awards a donc déterminé 3 catégories. Les films où tout le monde pensait que le personnage était schizophrène alors que pas du tout. Les films qui ont voulu montrer un personnage schizophrène mais qui se sont trompés dans leur manière d'aborder le sujet. Et enfin les films qui donnent la meilleure représentation de ce que c'est que vivre avec une schizophrénie. Dans la catégorie des films où on croyait que les personnages étaient schizophrènes alors que pas du tout, il y a un incontournable, Split de M. Night Shyamalan avec James McAvoy, on en parlait tout à l'heure. Réalisé en 2016, cette suite cachée de Incassable suit Kevin qui enlève et séquestre plusieurs jeunes filles chez lui, dont Casey, interprétée par Anya Taylor-Joy. Le truc, c'est que Kevin, il a 23 personnalités, et que donc non, Kevin n'est pas schizophrène. Il est atteint d'un trouble dissociatif de l'identité, exactement. Et un trouble visiblement assez costaud chez lui, avec des personnalités bien différentes les unes des autres, comme un enfant, une femme stricte, un artiste ou un monstre doté de super pouvoirs. Pardonnez-moi. Dans Split et dans sa suite Glass, chaque personnalité vit sa vie et se succède sans forcément avoir conscience de l'existence des autres. Un autre film souvent associé à tort avec la schizophrénie, c'est Fight Club de David Fincher. Alors je sais que la première règle du Fight Club, c'est de ne pas parler du Fight Club, tout comme la deuxième d'ailleurs, mais on va le faire quand même. C'est donc un film où le protagoniste principal, qui n'a d'ailleurs pas de nom et qui est joué par Edward Norton, fait copain-copain avec une autre de ses personnalités, baptisée Tyler Durden. Et là, même si les deux personnalités échangent entre elles, on est encore une fois face à un trouble dissociatif de la personnalité. Alors après, bien sûr, il y a quelques symptômes qui pourraient cocher les cases de la schizophrénie, comme le manque d'émotion flagrant du personnage principal en début de film, mais ça ne suffit pas à le diagnostiquer comme schizophrène. Vous voulez un troisième exemple de film où on considère à tort le personnage comme étant schizophrène ? Ah bah moi oui, hein. Tu sors. Ça va, c'est bon. Ce troisième film, c'est Black Swan. Là aussi, on en a déjà un peu parlé. À l'époque de la sortie, de nombreuses critiques ont encensé le long métrage de Darren Aronofsky comme étant une bonne illustration de la schizophrénie. Mais pas selon les spécialistes, ni notre jury des Schiz Awards. Dans Black Swan, Natalie Portman interprète une jeune danseuse étoile, sélectionnée pour interpréter le cygne blanc et le cygne noir dans le célèbre ballet Le Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Écrasée par la pression des entraînements, les attentes de sa mère et la menace de la concurrence, elle passe alors par des phases psychotiques avec hallucinations et paranoïa. Des symptômes qui pourraient témoigner d'une schizophrénie, mais qui ne suffisent définitivement pas à poser ce diagnostic.
Allez, un petit dernier pour la route parce que je suis sympa. Shutter Island, à l'époque 4e collaboration entre Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio. Dans cette excellente adaptation de l'excellent roman de Denis Lehane, dont je ne vous spoilerai pas le twist final car je suis sympa, le personnage principal, Marshall de son état, mène une sombre enquête dans un hôpital psychiatrique sur une île isolée, tout en traversant quelques épisodes psychotiques dus à des troubles chroniques. Mais là encore, on le pensait schizophrène, et on s'est bien planté. Allez, maintenant on passe à la catégorie des films qui tentent de bien représenter la schizophrénie, mais qui le font pas bien, voire mal. Et ce sont eux qui donnent souvent au grand public une image biaisée de ce que peut être la schizophrénie, notamment en présentant des personnages violents. Ce qui est un gros souci, car ça participe à inscrire dans l'inconscient collectif que les personnes schizophrènes sont violentes, alors que ce n'est pas le cas. Premier exemple, The Voices. 2 ans avant le premier Deadpool en 2014, l'ami Ryan Reynolds y campait Jerry, un célibataire vivant avec son chien et son chat et tentant de soigner sa schizophrénie grâce à une psy et un traitement médical. Ce traitement, Jerry est au top quand il le prend, mais quand il oublie ses médicaments, Jerry se met à entendre des voix, et pas n'importe lesquelles, celles de son chat et de son chien qui lui disent de tuer des gens. Ce qu'il fait. Donc là, pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire que la représentation de la maladie n'est pas scientifiquement très correcte et qu'elle sert juste de prétexte pour du divertissement. Ça n'en reste pas moins une curiosité dans la filmographie de Ryan Reynolds, d'autant que le film est signé Marjane Satrapi, la réalisatrice de Persepolis. Si. 34 ans plus tôt, en 1980, un autre film nous présentait une image très violente de la schizophrénie. J'ai nommé Shining, le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, adapté de Stephen King, sauf que Stephen King aime pas le film, mais le sujet n'est pas là. Tout au long de Shining, on voit Jack Nicholson plonger petit à petit dans la folie. Pour le coup, les symptômes de la schizophrénie peuvent coller. Accaparé par l'écriture de son roman, au cœur de cet immense hôtel désert perdu dans les montagnes, il se renferme sur lui-même et devient distant avec sa femme et son fils. Il a également des hallucinations, du moins on espère qu'il s'agit d'hallucinations, notamment lorsqu'il se retrouve dans la fameuse chambre 237, la chambre où il ne vaut mieux pas rentrer. Le personnage semble également perdre toute émotion au fil du long métrage, il n'est plus cohérent notamment lorsqu'il écrit et il devient paranoïaque. Jusque-là, on est pas mal. Sauf qu'il traverse à la fin du film un épisode psychotique extrêmement violent, avec une hache, et c'est justement cette violence qui est montrée du doigt, car les cas où les malades s'en prennent à d'autres personnes sont finalement extrêmement rares. Coucou, chérie. Dernier exemple de notre catégorie, bien mais pas top, avec une approche plus légère qui montre qu'Hollywood aime utiliser le ressort prétendument comique de la maladie. Fou d'Irène avec Jim Carrey. Le film des frères Farrelly présentait un policier ayant des troubles de la personnalité, disant lui-même être schizophrène. Sauf que les symptômes de la maladie ne sont pas du tout présents. La seule chose qu'on voit à l'écran, c'est bien le dédoublement de la personnalité, très drôle par ailleurs, je vous recommande la scène du supermarché. Valticline. Alors ma poule, on a la moule qui coule. Mais si vous avez bien suivi, vous aurez compris que c'est non seulement un symptôme extrêmement rare, mais surtout qui ne permet absolument pas de définir la schizophrénie. Très souvent, la schizophrénie est confondue avec le trouble dissociatif de l'identité. Le fait d'avoir plusieurs personnalités, c'est ce qu'on voit par exemple dans Fou d'Irène, qui est très drôle, mais malheureusement pas du tout juste et complètement à côté de la plaque en termes de représentation de la schizophrénie. Alors ni Fou d'Irène, ni Shining, ni Black Swan, ni Fight Club, ni Split, mais alors quelles œuvres ont bien fait le boulot, me direz-vous? Oui, c'est vrai, ça, quelles œuvres ont bien fait le boulot? Merci. Dans la catégorie des films qui montrent au mieux ce que peut véritablement être une schizophrénie, il y a Un homme d'exception avec Russell Crowe, Oscar du meilleur film en 2002. Le long métrage signé Ron Howard raconte l'histoire vraie du mathématicien John Forbes Nash Jr., un homme brillant qui a aidé les États-Unis à décrypter des messages secrets d'espions russes dans les années 50. John était victime de troubles schizophréniques et le film montre son combat contre la maladie avec beaucoup de justesse, notamment dans ses délires, mais surtout dans le fait qu'on peut vivre avec la maladie. D'autres films ont été salués pour leur réalisme, sur leur manière de mettre en image les épisodes psychotiques de leurs personnages. C'est le cas par exemple avec Clean Shaven, réalisé par Lodge Kerrigan en 1995, film méconnu où l'on suit un père schizophrène à la recherche de sa fille et qui lutte face à ses hallucinations, principalement auditives. Et au-delà des épisodes psychotiques, d'autres cinéastes se sont intéressés aux origines du trouble, comme Ken Loach dans Family Life en 1971. Le film nous invite à suivre en détail le parcours médical de Janice, une jeune femme isolée en conflit avec ses parents et qui se retrouve à devoir avorter toute seule. Un parcours qui va petit à petit conduire à l'apparition d'une schizophrénie. Enfin, on peut citer Le Soliste avec Jamie Foxx et Robert Downey Jr., un peu passé inaperçu en 2009 et qui montre la résilience d'un personnage schizophrène qui parvient à vivre avec sa maladie. Jetez un œil à ce long métrage qui change définitivement le regard qu'on peut porter sur la schizophrénie, alors que beaucoup d'autres films, bien plus connus, l'ont mal, voire très mal représenté.
On espère que cette vidéo aura pu vous apporter quelques lumières sur ces sujets complexes, que vous aurez réalisé qu'il est en réalité difficile de diagnostiquer la maladie, mais qu'elle n'est pas à dramatiser, et que désormais, on perdra tous le réflexe de lancer le caricatural « Ouais non mais le personnage il est tellement schizo dans ce film ». Et puis bien sûr, vous l'avez compris, on ne jugeait pas ici de la qualité des longs métrages. Fight Club et Shining, ils sont tout là-haut par exemple, mais pas vraiment dans leur représentation souvent faussée des problématiques liées à la santé mentale. D'ailleurs en parlant de ça, et c'est peut-être le plus important, on vous rappelle que pour toute question, il faut se tourner vers les professionnels de santé, comme Jean-Victor Blanc, à qui on laisse le mot de la fin. Mon conseil, lorsque vous regardez un film ou une série qui parle de la schizophrénie, c'est de vous renseigner sur est-ce que finalement c'est un tableau juste ou pas. Parce que on sait que voir des films qui vont être très stigmatisants peut augmenter finalement cette stigmatisation des troubles psychiques et donc de la schizophrénie. Si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à en parler en premier lieu à votre médecin traitant qui pourra, si besoin, vous adresser à un psychiatre pour voir si vous avez besoin d'une aide spécifique ou pas. Enfin, il existe des associations comme Schizo-Oui, comme Positive Minders ou encore l'UNAFAM dont la vocation est d'aider les personnes concernées et leur entourage à mieux vivre avec ce trouble. A plus pour de nouvelles vidéos Allociné et d'ici là bien sûr, portez-vous bien.